messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet espace d'Aparté. Aparté qui reçoit ce soir un immense artiste, un troubadour du nouvel ère, quelqu'un dont on est extrêmement fier et qui nous fait l'immense plaisir d'être parmi nous. C'est notre artiste international, Edir, bonsoir. Bonsoir. Notre artiste international, j'ai oublié aussi de dire que vous êtes l'homme de tous les combats, en tout cas les combats pour l'humanité avec un grand H. Enfin, j'essaye. En tout cas, merci de tous ces compliments. Ben écoutez, je les pense sincèrement. On vous reçoit pour un album qui vient de sortir ici en France, La France des couleurs. La France des couleurs qui dépasse, j'allais dire, le concept artistique d'un album avec justement ses textes et sa musique. C'est vraiment un album qui porte son nom et qui est derrière un combat qui a fédéré beaucoup d'artistes. C'est vrai que c'est beaucoup plus qu'un disque, c'est un concept, comme tu l'as dit, et c'est un leitmotiv qui dit que la France des couleurs défendra les couleurs de la France. Je ne vois la France des couleurs, c'est cette France, celle de aimable, son accordéon, c'est de la bourrée auvergnate, de la musique celtique, mais c'est aussi toutes ces couleurs qu'elle a pu amener dans son tableau au fil des siècles, depuis les Carolingiens jusqu'aux Espagnols, Italiens, Portugais, et pour finir jusqu'aux colonies et les protectorats. Donc elle forme cette mosaïque-là de peuples, et on a voulu présenter une image aussi fidèle que possible, en disant que maintenant, je crois que la France d'aujourd'hui sera ça, ou alors ne ressemblera à rien du tout, et qu'une autre idée de la France serait irréalisable. Alors la France des couleurs est un ensemble de morceaux qui, pour la plupart, sont des duos, voire des trios, ça dépend. Mais sauf, j'allais dire, le titre principal, d'ailleurs, qui porte le nom de cet album. Et c'est un titre où vous avez eu justement énormément d'artistes. Alors Tikenja Fakoly, Obisco, Akhenaton, et puis d'autres artistes algériens, notamment, en tout cas d'origine algérienne, de l'R&B, qui sont très nombreux en ce moment. Et notre Zidane international, ça on peut le dire, on peut dire notre Zidane partagé. La France des couleurs défendra les couleurs de la France. Comment est-ce que tous ces gens que vous avez touchés, comment ont-ils réagi, j'allais dire, à cette envie de faire cet album? Ben, au départ, d'abord, ça devait être un partage avec des jeunes, que du hip-hop, du rap, du R&B, des gens qui étaient un peu aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de vivre ou de faire. Et quand on m'a proposé ça, parce qu'à chaque fois, dans la maison de disques où je suis, je rencontre tous ces jeunes, et bon, ils avaient l'air de me connaître et puis d'apprécier un peu ce que je faisais. Et quand il s'était agi de partager des choses, j'ai pris un peu peur, quoi. Et le concept devait s'appeler Génération au pluriel. J'avais des appréhensions parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je ne connais pas leurs références, leurs réflexes musicaux, et sortis de ma musique, moi qui était un petit peu horizontale et surtout mélodique, j'avais peur de ne pas pouvoir assurer, comme on dit. Puis au fil des contacts, je me suis rendu compte que j'avais trouvé des intelligences, des sensibilités, une autre manière de voir, mais qui était viable, et l'essentiel était de nous enrichir justement à partir de nos différences. C'est vrai que c'était difficile de fédérer autant de gens, qui a de Yannick Noah, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Leslie, Sniper, tous ces gens-là. Mais je crois qu'en expliquant le concept, en disant que la France des couleurs, c'est-à-dire nos compatriotes qui ont la nationalité française, les gens qui viennent d'Afrique, il fallait compter avec eux, mais pas simplement pour jouer des utilités, mais comme citoyens à part entière, parce qu'il est temps de définir une France, si on doit la définir, sans distinction de race, de religion, et une France qui devait appartenir à ceux qui l'aiment et qui ont envie de la construire, tout simplement. Kabylie, Mali, universel. En tête que de belles images, comme ceux qui rentrent du pèlerinage. Et n'écoutez pas les Wheezy, non. Ici c'est bien Puccino et Easy. Vous n'êtes pas du genre à profiter j'allais dire, des circonstances pour vous lancer dans un combat ou à travers un album. Pourquoi cette fois-ci, est-ce que vous pensez qu'il y a une conjoncture qui a été plus forte que vous, ou c'est juste un leg, une forme de façon de dire, écoutez, voilà, il faut qu'on partage et c'est à moi de porter?
Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Et puis, le reste est dû au hasard. Parce que c'est bon, à la faveur d'un déjeuner avec les dirigeants de la boîte de disques où je suis qu'on a eu cette idée de faire ça. Moi, j'avais rien demandé. Dans le fond, je m'acheminais tout doucement à faire mon disque solo. Puis, on m'a plutôt conseillé de partager ça parce que ça allait peut-être apporter comme ce tout petit coup de boutoir qui à la langue vous change un paysage pour reconfirmer encore certaines choses, pour dire attention, on existe aussi et qu'il va falloir compter avec tout le monde, quoi. Un peu de ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de legs, c'est un peu le mélange des trois, quoi. Il y a 12 titres dans cet album, mais il y a quelques-uns qui ont particulièrement attiré mon attention. Alors, Lesquels? et dire faisons du slam, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Non, ça m'a slamé, comme Comme un grand corps malade qui donc a écrit cette chanson à ma fille. Et vous, donc vous slamez dessus. Ben, je parle dessus. Il lui dit que c'est du slam. Ou alors à ce moment-là, ce qu'on fait chez nous en Algérie, c'était du slam sans le savoir. Parce que ces joutes oratoires-là, on les avait surtout dans les villages, quand les gens s'échangeaient des mots comme ça poétiquement les uns avec les autres. Il faut dire aussi que c'était du slam. Donc, Brah, quoi. Voilà, tu vois. Donc on avait ça aussi. Donc ça ne m'a pas gêné. Ça m'aurait gêné de faire comme il fait, lui. Mais faire comme moi j'ai l'habitude de parler ou de discuter, comme je le fais dans mon village ou à Alger ou ailleurs, ça ne m'a pas gêné. Alors il y a aussi dans ce texte, qui encore une fois, je le rappelle, très très émouvant, il y a la partie, j'allais dire... Ah oui, bzef. D'abord, c'est dit très joliment avec la voix douce qu'on vous connaît, évidemment, qui est égale à elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie, j'allais dire tabou, mais tabou dans ce qu'on se dit pas entre pères ici. Bien sûr. Dans nos... Bien sûr. Parce que souvent, il dit, mais tu sais, ma fille, chez nous... Il y a des choses qu'on ne dit pas, oui, parce il y a le poids des traditions, je suppose. J'imagine, tu as été une fille et tu imagines des fois la difficulté qu'a un papa pour dire je t'aime à sa fille alors qu'il l'aime comme un fou, hein, comme dit le texte. Et cette frustration que la fille peut ressentir parce qu'elle aurait voulu écouter ce petit son de cloche de la part de son papa. Donc, c'est pour essayer de bousculer un tout petit peu tout ça. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne le vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors un autre titre que je trouve très très beau et qui, s'il ne témoigne pas de l'ancrage actuel de cette France des couleurs, elle atteste en tout cas de l'histoire commune au niveau des cultures, puisque c'est un morceau un peu celto-berbère qui se marie très très bien. Voilà. Alors tout ce temps avec oui, avec Zao. Avec Zao. Et c'est vrai qu'au niveau déjà de la musique, tout de suite le mariage se fait de façon extrêmement. Oui, en plus c'est un style qui se rapproche plus de ce que je fais. Et Zao a fait ce texte et cette musique en pensant à moi justement. À Naharjet, j'étais en spectacle, je ne sais plus où, c'était à Besançon, dans le 92. Voilà, bonjour, je m'appelle Zao. Elle prend sa petite guitare devant moi. Elle me dit, voilà, je vous connais comme ça artistiquement. Et j'ai ressenti des choses. J'ai écrit un texte en pensant à vous, en disant, moi, si j'étais idée, qu'est-ce que j'aurais raconté comme bilan au niveau de ma carrière, au niveau de ma vie, au niveau de mon côté artiste, hein, si tant est qu'on puisse attribuer cette qualité. Alors, elle a dit, tout ce temps, finalement, ce que j'ai perçu de vous, c'est que tout ce temps, vous avez toujours gardé une seule route, vous n'avez pas dévié au niveau des idées, vous n'avez pas cédé aux sirènes des modes, ou la preuve, vous n'avez pas fait beaucoup de disques. Donc, c'est cette fidélité, puis cet espoir qu'on a toujours gardé, le cœur de l'enfant qu'on a été. Et donc, j'ai trouvé ça touchant, je lui ai dit, oh là, kiff, on va la faire. En tout cas, le mariage entre vos deux voix se fait impeccablement. Et c'est vrai qu'au niveau de la musique, encore une fois, la musique celto-berbère, ça t'a mariage. Ça marche assez bien. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais bon. Certains ont trouvé des explications historiques, mais bon. Voilà, peu importe. Je crois que
À mon avis, reste le morceau que vous avez fait avec Akhenaton, qui est un... Surprenant. Il est très surprenant. C'est un morceau qui a comme base, j'allais dire, comme fond, comme tapis, une musique extrêmement à connotation orientale, je dirais même la connotation du mouachah. Mais c'est exactement ça. C'est un sample que Imhotep, qui appartient au groupe Ayam, a tiré d'une chanson de Wadi Assafi, qui est... Wadi Assafi, la Syrie. C'est l'homme qui a... J'ai jamais vu quelqu'un avoir une tessiture vocale aussi large. Et il a tiré ce sample-là juste au moment, avant qu'il ne chante. Il y avait un qanoun et puis une flûte, ce que tu as dû remarquer d'ailleurs dans le sample. Et il a pris ces 8 mesures-là et il voulait qu'on fasse des choses sur ce sample. Voilà. Et donc il a rajouté évidemment avec leur bidouille des grosses caisses, d'autres instruments. Mais passer justement d'un répertoire à un autre avec autant d'aisance, parce qu'il y a quand même un monde entre le slam et Wadi Assafi, je pense quand même, et je parle pas encore des morceaux africains, je dis que Njafa Koli, qui a été, à mon avis, l'un des morceaux les plus réussis de cet album. Mais pour vous, ce passage, j'allais dire, d'un rythme, d'un univers à un autre, comme ça, il faut s'adapter, hein. Il faut comprendre d'abord ce que veut faire l'autre, et puis le thème. Parce que tu sais, ce disque-là, à chaque fois, l'idée naît à chaque fois des discussions qu'on a, soit avec Akhenaton ou avec le Saïn Soupakru ou tout le monde. Et là, il s'est dit que si on devait traiter un sujet comme ça, il fallait quand même une base de musique assez connotée. Comme tu dis, des mouachah qui fait les penchements et l'âme de la musique arabe du Moyen-Orient. Donc il a pris ça et autour de ça on construit un texte. Lui il a voulu que ça soit sur Jérusalem parce que c'est la ville symbole qui est musulmane, chrétienne et en même temps juive. Et c'est comme ça que ça marche pour donner, comment te dire, une cohérence. Donc à partir de là, moi j'ai tous les tenants pour essayer d'amener ma petite voix et essayer de ne pas trop déranger les choses, d'être en complicité avec l'ambiance. c'est ça ce qui est le plus surprenant, c'est-à-dire grand artiste que vous êtes totalement il faut le reconnaître quand même, vous êtes totalement en retrait par rapport à... On a l'impression que vous faites en sorte que l'album, en tout cas que l'esprit de ce concept-là, passe avant vous. C'est un peu ça parce que c'est pas un album de Idir, parce que si c'est Idir, il raconterait d'autres choses. C'est le concept de la France des couleurs, donc et tous les artistes d'ailleurs se mettent un petit peu en retrait pour que les idées soient plus viables que les chanteurs eux-mêmes. Tu vois, comme tu as dit, bon, les chansons, tu peux en apprécier certaines, ne pas apprécier les autres, mais autant on peut aimer, ne pas aimer, autant je pense que le concept est viable parce qu'il est plus que jamais temps de le poser, ne serait-ce que pour régler un certain nombre de différends avec cette France qui a accueilli tant de gens. Le conflit de la guerre d'Algérie est encore vivace. Les relations entre la France et l'Afrique demeurent encore, entre la France et le Moyen-Orient. Et toutes ces choses sont de toute façon à poser. Il ne faut pas croire que la France s'est faite comme ça toute seule en un jour. Il y a d'autres choses à mettre en valeur en disant bon, que l'Afrique a toujours été là, a toujours répondu présent à cette France, elle l'a construite, elle a donné ses enfants... elle a sacrifié ses enfants pour elle, et, tu vois. Donc c'est un peu... Ce concept, à mon avis, était trop fort par rapport aux artistes que nous étions. Voilà. Le point commun toutes ces chansons, c'est d'abord, un intérêt très particulier au texte. On voit bien que le travail sur le texte, quels que soient les gens, quelle que soit la personne qui l'a écrite, de la collaboration ou pas, mais on voit qu'il y a une vraie rigueur au niveau du texte. Il ne fallait pas se gourer, il ne fallait pas se planter, parce que si on parle d'un thème précis, il faut être précis pour en parler. Si on parle de marche sur Jérusalem, il n'était pas question qu'on soit pro-israélien ou là de prendre des positions trop partisanes, mais de voir la justesse. Et surtout de parler au cœur des gens, à l'émotion, parce que cette histoire de marche sur Jérusalem embrasse le conflit qu'il y a maintenant en Israël entre Palestiniens et Israéliens. Mais il est aussi français parce qu'il rejaillit sur cette France des couleurs, parce que certaines couleurs de cette France sont musulmanes, d'autres sont de religion juive. Et donc subjectivement, qui prennent parti, il y a la passion, Et nous,
il faudrait qu'on essaye d'éviter toutes ces choses-là, puis d'être aussi précis que possible, être des témoins. Et témoin également d'un vécu qui devient presque une banalité ici en France, notamment la chanson que vous avez fait avec Manu de Trio sur le clandestin. Donc Les sans-papiers. Voilà, les sans-papiers, c'est un enfant qui, lui, est français, mais dont le père est sans-papiers. Voilà, on aurait pu dire, bon, le discours en avant, droit au logement, sans-papiers, tout ça, avec tout le discours qu'on connaît, mais bon... Est-ce que c'est le rôle d'un artiste de faire des discours? Je ne pense pas. Un artiste n'est viable qu'à travers l'émotion qu'il est censé s'échanger avec le public. Il faut toucher les gens. Si on touche les gens, c'est qu'on a compris leurs préoccupations. Et à partir de là, c'est beaucoup plus fort que la politique. Une chanson, elle vaut 1000 discours. Les discours s'usent. Le communisme est né, il est mort avec le mur de Berlin, mais ne me quitte pas. Maljefni de l'Anqa sont toujours là, on les écoute. Et c'est vrai. Et parce que on s'adresse à l'émotion. Ces sans-papiers, on fait parler à un enfant. Il y a un lien de vérité déjà fait, tu vois, parce que l'enfant ne se pose pas de questions. Il n'est ni à gauche ni à droite. Il est à sa maman et à son papa. Si son papa est parti, lui, il parle, il dit ce qu'il ressent. Et là, on sait qu'on touche à travers l'innocence de cet enfant une forme de vérité. C'est beaucoup plus viable que de donner un discours. On n'a pas l'impression du tout que vous êtes en train de donner des leçons à qui que ce soit. On peut pas, oui. C'est plus des constats. On fait des constats, on ouvre des perspectives pour que les gens réfléchissent. Sauf peut-être un ou deux cas où, par exemple, dans le marche sur Jérusalem, il faut quand même mettre l'accent que le peuple qui souffre, c'est par exemple le peuple palestinien. Bon, et que ça, on n'a rien inventé. On ne peut pas dire bêtement, allez, on est tous des frères, touchez-vous la main, ça ne sert à rien. On sait s'il y a des injustices d'un côté ou de l'autre, sans prendre position, en disant, on est quand même du côté de ceux qui souffrent le plus, parce que c'est notre rôle en tant qu'artiste, d'être du côté, du côté des victimes, des minorités. Alors, une touche très personnelle d'Idir dans cet album, ce sont deux clins d'œil à deux grands succès d'Idir qu'on retrouve sous forme de refrains, j'allais dire, détournés, ou carrément sous forme de tapis musical, Zwitterwit et Vaveinuva. Ce sont deux chansons différentes. Voilà, là c'est une idée de Zao. Zwitterwit, c'est Zao qui a voulu... On cherchait, tu sais, un titre qui soit rythmé et qui porte le titre de l'album. Oh, si, il y a le truc latino, tout ça, mais je ne me sentais pas là. Puis Zao, à un moment, a dit, pourquoi tu n'en prendrais pas une de tes chansons, en l'occurrence donc Zwitserwitz, on va la retrafiquer un petit peu, cadrer un peu plus les mesures pour que les mots français tiennent dedans. Et donc, c'est elle, un petit peu, qui a été l'artisan de ce titre. Quant à Vaveinuva, c'était Nadia, donc la chanteuse. Qui chante une chanson à son père, d'ailleurs. Voilà, à son père, et qui m'a donné quand même une tranche de son histoire, parce qu'elle cite son vrai nom et elle parle à son vrai père dans la chanson. Et pour elle, la chanson qui la raccroche à l'Algérie, parce qu'elle est algérienne, c'est Vaveinuva. Et là, elle répète ce leitmotiv dans la chanson. Ça vous fait quoi de voir ces générations qui, pour la plupart, ont grandi ici, ou en tout cas ont vécu ici depuis longtemps, et qui sont jeunes et qui restent extrêmement attachés et très touchés par ces albums que vous-même... L'un des premiers d'ailleurs, puisque vous étiez tout jeune artiste à l'époque. Oui. Qu'est-ce que ça procure chez vous? Quel effet ça vous fait? Beaucoup de bonheur, mais intérieur. Tu sais, que tu fais des cabrioles dans le jardin, tout ça, mais c'est pas le style. C'est plutôt une joie qui est contenue, mais qui est permanente, parce que tu te dis que finalement, j'ai pas été inutile. Si j'ai marqué autant comme ça les générations, c'est que quelque part j'ai pu peut-être leur parler et qu'il y a ce contact. Mais je n'en retire pas de fierté à la noix et tout ça, de starification, de choses, parce que je te connais, on n'est rien dans ce métier. Chaque matin est une remise en question. Mais ce plaisir
intérieur de voir le sourire des gens quand tu chantes devant eux, ce que te disent les gens, qu'ils soient arabophones, berbérophones, français ou autres. Ça veut dire que tu as touché quelque chose en eux et peut-être qu'avec un peu de chance ou de miracle, tu as été utile ou que tu leur as apporté un peu de joie, quoi. Et dire, on arrive quand même à un stade de... On se dit, tiens, voilà, j'ai fait 4 albums. Pour la plupart, ce sont des albums extrêmement connus. Vous n'avez pas toujours été présent, même si vous avez beaucoup fait de concerts. Vous êtes assez régulier dans les concerts, mais au niveau de, j'allais dire, des sorties dans les bacs, vous n'êtes pas très très présent. Et quand on dit Idir, que ce soit en France ou en Europe, tout de suite on dit « Ah, le chanteur algérien ». C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est un pari fou. Il y a beaucoup d'artistes, enfin, ceux qui sont connus, Khaled ou autres, qui sont dans notre type de répertoire, mais qui ont eu une présence extrêmement continue et très moderne, enfin, qui ont collé un petit peu. Donc, le fait de voir que cette constante-là dure, est-ce que vous l'expliquez de par votre engagement, de par les textes ou de par votre, tout simplement, sensibilité? C'est une vraie question. Je crois que c'est la question que tu poses ramène à la définition de l'artiste. Dans ce métier, il y a 2 manières de faire le métier. Tu as la méthode Khaled Mami, Rachid Taha et tout ça qui consiste à occuper des médias télévisuels, audio, presse. Tu te fais voir, c'est très spectaculaire. Tu marches, tu vends du disque. Et tu as un public malheureusement qui peut ne pas être fidèle. Volatile. Volatile, qui peut te laisser tomber à la prochaine station de métro, tu vois. Il y a une autre méthode, c'est moi celle que j'ai choisie parce que c'est la seule que je sache faire, qui consiste à considérer que la vérité de ce métier, elle est sur scène. D'abord un disque, tu peux changer ta voix, l'améliorer, la guitare elle n'est pas bonne, tu la changes, tandis que sur scène, ça se passe en temps réel, ça passe ou ça ne passe pas, et en général le public qui est en face de toi, il n'est pas dupe, il sait quand ça va et quand ça ne va pas. Et j'ai remarqué que ce public du spectacle vivant, il était plus fidèle. Et que tu le fidélisais donc à la force du poignet, tu l'augmentais, c'est moins spectaculaire, c'est un peu plus long, mais ça dure. Ce qui fait que, n'ayant pas été énormément médiatisé, d'abord parce que je ne suis jamais à l'aise devant la caméra, et puis ne voulant pas aussi trop me faire voir, ça ne m'a pas empêché d'être disque d'or à chaque fois que je sortais un disque, voire plus. Et ça ne m'a pas empêché de conserver un public qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais faire le Zénith ou des grandes salles, comme j'en fais maintenant. Donc c'est une question de choix. Et donc une méthode qui est beaucoup plus discrète. Et puis, tu te rends compte que quand tu passes beaucoup trop à la télé, on peut débusquer en toi peut-être des contradictions, des choses qui clochent. Tandis que là, il fallait que je tienne. Parce que un gars comme moi n'est pas simplement chanteur. On fait de lui, malgré lui, un représentant de quelque chose. Si un Algérien me voit, il te dit, il représente l'Algérie pour lui. Alors que je ne suis qu'un gratteur de guitare. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais, sachant ça, on prend peur un petit peu, et puis on fait gaffe à ce qu'on dit, quoi. Et donc, ce qui fait qu'il faut avoir une cohérence, une espèce de constance dans sa carrière. Idir, c'est un nom, c'est un prénom de scène, hein, que vous avez choisi dans des circonstances aujourd'hui qu'on peut regarder avec tendresse, puisque c'était à la radio algérienne. Vous aviez écrit un morceau à une chanteuse, Nora à l'époque, oui, qui n'était pas au rendez-vous, c'était indirect. Le journaliste vous demande de passer à sa place. Et ayant peur de heurter votre père, vous avez choisi de prendre un pseudo. Un pseudo, oui, et de chanter vous-même. Voilà. Donc ce souci, j'allais dire constant, de ne pas brusquer l'autre, de ne pas toucher l'autre, de ne pas le vexer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est mieux compris aujourd'hui? Ben, je l'espère en tout cas. Seul on n'est rien, et puis on peut se gourer. Et puis, dès lors qu'on chante des thèmes qui sont assez précis, et dès lors qu'on se dit engagé, si on l'est, hein, la moindre des choses, c'est toujours de faire attention à ce que l'autre pourrait recevoir de ce que je dis. Il ne faut pas qu'il soit blessé, il faut qu'il se sente en sécurité, réconforté, aimé. Et donc il est difficile de choisir des mots
qui soit un petit peu comme ça. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à chanter, j'étais ce qu'on appelle ici une star, et tout ça à l'époque, et j'enlevais les lunettes pour que les gens ne me reconnaissent pas. Donc, c'est pas les critères qu'on demande à un chanteur qui dit « Vous m'avez vu, c'est moi là ». Bon, je ne sais pas être comme ça. Donc, le fait de faire attention à l'autre a toujours été une vigilance chez moi. Est-ce que la scène algérienne vous manque? Oui, elle me manque, mais elle me fait peur en même temps parce que j'ai quitté l'Algérie professionnellement 100 ans il y a longtemps. Quand tu sais que mon dernier spectacle, c'était à la salle Harsha en 79. Je ne sais pas comment je vais retrouver le public, je ne sais pas. J'appréhende un petit peu quand même. Un titre très connu en France, tout le monde l'appelle l'idole des jeunes, mais dans votre cas, c'est tout le monde l'appelle l'idole de tout le monde. De tout le monde. J'espère dire que vous aurez que nous ferez le plaisir de partir en Algérie, de rencontrer le public qui vous aime beaucoup. Si je savais que je pouvais faire plaisir. Donc maintenant, je prends l'avion. Non, je plaisante. En tout cas, à travers cette petite rencontre ici, sur Canal Algérie, j'espère que le public a pris autant de plaisir à vous retrouver que moi à vous interviewer. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'était vraiment sympa de votre part. Merci. Alors, La France des couleurs et l'album signé Ilir, mais beaucoup d'autres artistes que vous aimez certainement. Certains, vous allez les découvrir. N'hésitez pas, c'est un concept, mais c'est aussi du son, du rythme et des mots extrêmement touchants. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée sur Canal Algérie. À très bientôt.